Partout dans le monde, l'activité volcanique s'intensifie et de violentes éruptions ont eu lieu aux quatre coins du globe. Quel danger les supervolcans représentent-ils pour la civilisation humaine? On va examiner ça de près, alors reste avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Avant de commencer, aidons à attirer un peu plus l'attention sur le sujet des volcans en essayant de faire en sorte que cette vidéo atteigne 5000 likes, car YouTube la montrera alors à encore plus de gens. Merci beaucoup à tous, l'Islande, l'Indonésie, l'Italie. En ce moment, les volcans sont vraiment en ébullition partout dans le monde. Et je trouve ce sujet aussi effrayant que fascinant. L'année dernière, j'étais à Stromboli, au nord de la Sicile, et justement là-bas, le volcan a connu une journée très active. Ça tenait sans arrêt et on voyait des nuages de fumée explosifs. Regarde ça! Je te recommande vraiment vivement une escapade à Stromboli. C'est un volcan super actif et très facile d'accès. Et tant que tu y es, tu devrais aussi visiter l'île de Vulcano où tu peux monter jusqu'au bord du cratère. Mais comparé à certains monstres de magma qui sont en train d'entrer en éruption, Stromboli et Vulcano sont des poids légers en matière de volcanisme. Commençons par la mère de toutes les éruptions, pour avoir un point de comparaison avec les éruptions actuelles. Cette éruption aurait même poussé l'humanité au bord de l'extinction. Les volcans comptent parmi les formations les plus fascinantes que notre planète ait à offrir. De la roche en fusion, des gaz et des particules provenant des profondeurs de la Terre remontent à la surface, mais tous ces volcans ne sont que de petits fumoirs fumants comparés aux supervolcans. C'est un terme utilisé pour décrire les volcans capables, lors d'une éruption, de libérer d'énormes quantités de lave et de cendres susceptibles d'avoir des répercussions considérables sur le climat mondial et l'environnement. Contrairement à la plupart des volcans classiques, les supervolcans se caractérisent par leur caldeira exceptionnellement grande, c'est-à-dire une sorte de cratère formé par l'effondrement d'un réservoir de magma vidé de son contenu. Le Yellowstone aux États-Unis ou les champs flégréens près de Naples, dans le sud de l'Italie, sont des exemples célèbres de supervolcans. L'éruption d'un tel supervolcan aurait des conséquences catastrophiques pour l'écosystème local et mondial. Le rejet de grandes quantités de cendres volcaniques dans l'atmosphère pourrait entraîner un impact climatique considérable, y compris un refroidissement global. De tels événements sont toutefois très rares et ne se produisent heureusement que tous les quelques centaines de milliers d'années. Un autre supervolcan est le Toba, à Sumatra, dont l'éruption a changé le monde il y a une éternité. L'éruption d'il y a plus de 70 000 ans est considérée comme la plus grande éruption sur Terre au cours des 2 derniers millions d'années. À côté de ça, la récente éruption de l'Etna n'était qu'un petit rot terrestre. Les chercheurs estiment que l'éruption du Toba a projeté environ 2800 km3 de matière volcanique dans l'air et libéré jusqu'à 2000 mégatonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère. Pour te donner une idée du volume que représente 2800 km3, tu peux jeter un œil au lac de Constance qui ne fait que 48 km3. Il faudrait donc environ 58 lacs de Constance pour atteindre la quantité de matière que le volcan Toba a projeté dans l'atmosphère à l'époque, et cette quantité de matière a formé une sorte de voile dans l'atmosphère, à travers lequel la lumière du soleil ne pouvait plus passer librement. En conséquence, moins de lumière solaire et de chaleur ont atteint la Terre, et le climat terrestre s'est refroidi de près de 3,5 degrés pendant plusieurs années, entraînant un hiver volcanique. Le refroidissement de quelques degrés à l'époque n'était pas la raison pour laquelle toute l'espèce a failli disparaître. D'autres facteurs bien plus dramatiques que le refroidissement en étaient la cause. Une conséquence vraiment dévastatrice pour l'environnement et la vie concernait la couche d'ozone. Sergueï Ossipov, de l'Institut Max Planck de chimie à Mayence, a découvert avec ses collègues comment l'éruption d'un supervolcan aurait pu affecter notre couche d'ozone. La couche d'ozone est une région de l'atmosphère terrestre qui contient de l'ozone en concentration plus élevée que dans d'autres parties de l'atmosphère. Elle s'étend à environ 10 à 50 km au-dessus de la surface de la Terre dans la stratosphère. Cette couche joue un rôle crucial dans la protection de la vie sur Terre car elle absorbe une grande partie des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. La couche d'ozone est donc en quelque sorte pour la Terre ce que la crème solaire est pour la peau. La couche d'ozone absorbe en tout cas la majeure partie des rayons UV à ondes courtes du Soleil, en particulier les dangereux rayons UVB et UVC.
Cela empêche ces rayons d'atteindre la surface de la Terre, ce qui est d'une importance cruciale pour la vie sur Terre. Les rayons UV peuvent provoquer des cancers de la peau et d'autres problèmes de santé chez les humains, ainsi que des dommages chez les animaux et les plantes. Et la couche d'ozone, en tant que bouclier protecteur, contribue à minimiser ces risques. Mais lors d'une énorme éruption volcanique, un petit problème survient dans ces couches, comme l'explique Osipov. Pour produire de l'ozone à partir de l'oxygène de l'atmosphère, les photons doivent briser la liaison O2. Mais lorsqu'un volcan libère de grandes quantités de dioxyde de soufre, ce nuage d'éruption bloque la lumière du soleil. Cela nuit à la formation d'ozone, crée un trou dans la couche d'ozone et augmente l'exposition aux UV. Les chercheurs voulaient savoir à quoi aurait pu ressembler la couche d'ozone après la catastrophe de Toba et ont utilisé un modèle du système terrestre du Goddard Institute for Space Studies pour étudier dans quelle mesure l'éruption aurait pu détruire la couche d'ozone. Comme on l'a dit, on a supposé qu'environ 2000 mégatonnes de dioxyde de soufre avaient été émises et projetées dans la stratosphère avant de se répartir principalement autour de la ceinture tropicale. Résultat, le voile d'aérosol dans l'atmosphère était si dense que les niveaux d'ozone ont baissé de 20%. On suppose même qu'il aurait pu y avoir un effondrement de la couche d'ozone dans la stratosphère au niveau des régions tropicales. Osipov déclare « Nos calculs indiquent que la couche d'ozone près de l'équateur est tombée à moins de 125 unités Dobson. Ça correspond à une réduction de plus de la moitié. Concrètement, ça veut dire qu'un trou dans la couche d'ozone aurait pu se former à l'époque au-dessus des tropiques, un trou qui n'est absolument pas comparable à celui d'aujourd'hui. La cause principale d'un trou dans la couche d'ozone, c'est le rejet de composés chimiques, comme les composés chlorés et bromés, qui viennent de nous, les humains, parce qu'on les utilise dans des processus industriels ou dans des produits comme les réfrigérateurs, ou bien à cause d'éruptions volcaniques. Mais la diminution de l'ozone due à l'éruption du Toba ou le trou dans la couche d'ozone de l'époque ont dû avoir des conséquences vraiment graves pour les humains, car l'exposition aux UV a énormément augmenté. Les chercheurs estiment qu'elle a augmenté de 140% pour atteindre un indice UV d'environ 28. La valeur normale se situe entre 5 et 8. Il est très probable que les gens de l'époque aient rapidement souffert d'irritation ou d'inflammation oculaire ou encore d'éruptions cutanées dues à des coups de soleil et à des inflammations. Ces niveaux élevés d'exposition au rayonnement ont certainement entraîné un risque accru de cancer et affaibli le système immunitaire. D'ailleurs, le volcan Toba est toujours considéré comme actif aujourd'hui, mais il ne montre aucun signe d'éruption imminente. Les volcanologues surveillent bien sûr attentivement ces volcans pour détecter tout changement dans leur activité et mettre en place des systèmes d'alerte précoce au cas où celle-ci viendrait à s'intensifier. On peut néanmoins se demander que se passerait-il si le volcan Toba entrait à nouveau en éruption aujourd'hui. Ça aurait des conséquences considérables sur l'environnement et la civilisation mondiale. On connaîtrait à nouveau un hiver volcanique qui aurait des conséquences considérables sur notre agriculture et notre alimentation. Les régions de la Terre sont aujourd'hui bien plus densément peuplées qu'il y a plus de 70 000 ans. Une telle éruption ferait donc d'innombrables victimes et endommagerait les infrastructures existantes pour des décennies. De plus, le volcan pourrait également provoquer des changements écologiques à long terme, notamment une perte de biodiversité, des modifications de l'écosystème et des répercussions potentielles sur les océans. Et l'année dernière, on a aussi eu de l'activité dans la région de Toba, en Indonésie. Le Ruang est entré en éruption, des îles entières ont été évacuées et la situation est restée longtemps hors de contrôle. Et les images de cette éruption sont tout simplement incroyables. On y voit notamment ce qu'on appelle un orage volcanique. Regardons ça. Le volcan Ruang, sur l'île du même nom, a littéralement explosé. Je ne pense pas qu'on puisse le dire autrement. L'île de Ruang fait partie de l'archipel de Sangi, au nord de Sulawesi. Le stratovolcan actif qui s'y trouve culmine à 725 mètres au-dessus du niveau de la mer et est connu pour son activité explosive, ce qui en fait depuis toujours un danger géologique majeur dans la région. Le Ruang fait partie des plus de 120 volcans actifs d'Indonésie, un pays situé sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone où se produisent certains des tremblements de terre et des éruptions volcaniques les plus fréquents au monde. 90% de tous les séismes mondiaux sont dus à cette zone de la ceinture de feu du Pacifique. Le Ruang est un volcan stratovolcanique et ceux-ci sont généralement connus pour leurs flancs escarpés et leurs structures coniques formées par l'accumulation de lave, de cendres et d'autres matériaux volcaniques éjectés lors des éruptions. La lave qui s'écoule des stratovolcans comme le Ruang est généralement visqueuse et se déplace lentement. C'est bien sûr un avantage pour les habitants quand il s'agit d'évacuer. On y reviendra tout de suite. La lave refroidit rapidement et durcit ensuite pour former des reliefs aux arêtes vives qui constituent le terrain caractéristique de ce type de volcan. Et la composition du magma est riche en dioxyde de silicium, ce qui entraîne un degré de viscosité élevé et met les bulles de gaz présentes dans le magma sous pression.
Mais cela entraîne aussi une accumulation de pression qui provoque des éruptions hautement explosives, lors desquelles de grandes quantités de matière volcanique sont projetées dans l'atmosphère et donnent naissance à des coulées pyroclastiques, redoutées tant pour leur chaleur que pour leur puissance destructrice. L'une des éruptions les plus violentes du Ruang a eu lieu en 1871. Cette violente éruption a provoqué l'effondrement d'une partie du volcan dans la mer, déclenchant un tsunami dévastateur. Le tsunami de 1871 a fait 400 victimes et laissé une traînée de destruction sur les îles voisines. Cette éruption historique est un exemple frappant de la puissance destructrice du Ruang. Outre ces grandes éruptions, le Ruang a également connu à plusieurs reprises une série d'éruptions de moindre ampleur. Ces éruptions plus modestes s'accompagnaient souvent de projections de cendres qui ont altéré la qualité de l'air et causé des problèmes de santé aux habitants. Et on pourrait penser que les habitants nourrissent une certaine aversion pour le volcan à cause de ces événements. Mais pour les gens qui vivent sur le Ruang et aux alentours, le volcan a une profonde signification spirituelle. Il est considéré comme une force puissante de la nature qui impose respect et crainte. De nombreuses légendes et mythes tournent autour de la puissance du volcan, et ce respect profondément ancré que les gens lui portent est en quelque sorte impressionnant. Ça me rappelle un peu la relation des habitants de Naples avec le Vésuve. Pour eux, malgré leur potentiel destructeur, le Vésuve et les champs flégréens font en quelque sorte partie de la vie. Après une période de calme relatif, le volcan Ruang s'est réveillé avec une série d'éruptions. Regarde cette incroyable vidéo ici, je trouve que la puissance du volcan ressort vraiment très clairement. Ces activités ont poussé les autorités indonésiennes à déclencher le niveau d'alerte maximal et à mettre en place des mesures d'évacuation à grande échelle. Le volcan a commencé sa phase d'activité tard dans la soirée, lorsqu'il a soudainement projeté des nuages de cendres et de la lave incandescente à plusieurs milliers de mètres dans les airs. On voit ici des images satellites du Cooperative Institute for Research in the Atmosphere. On voit comment les cendres et le dioxyde de soufre s'élèvent à des milliers de mètres dans l'atmosphère à cause de l'éruption explosive. Au cours des premières heures qui ont suivi l'activité initiale, les éruptions se sont intensifiées et au moins 5 éruptions majeures ont été enregistrées. Pour l'Agence indonésienne de volcanologie et de gestion des risques géologiques, la décision a été immédiate. Niveau d'alerte maximale et évacuation. Les éruptions ont donné lieu à d'énormes colonnes de cendres s'élevant jusqu'à 3000 mètres dans le ciel et à l'éjection de coulées pyroclastiques. Un mélange mortel de gaz chauds, de cendres et de roches volcaniques qui dévalent à grande vitesse les pentes du volcan. Ces coulées sont particulièrement dangereuses car elles peuvent brûler et détruire tout ce qui se trouve sur leur passage. Et en raison de la gravité de l'éruption, et des risques potentiels d'un effondrement du volcan dans la mer qui pourrait déclencher un tsunami comme par le passé, les 800 habitants de Ruang ont été évacués. Mais on s'est vite rendu compte qu'on avait vraiment affaire à une phase d'activité intense et qu'il fallait évacuer une zone encore plus vaste. Au final, environ 12 000 personnes ont dû être évacuées. En effet, en raison des nuages de cendres et du risque de tsunami, la zone à risque ne s'étend pas seulement à Ruang même, mais à un immense archipel tout autour. Tout cela rappelle un peu l'éruption du volcan Krakatoa en 2018. À l'époque, le volcan Anak Krakatoa, également en Indonésie, avait connu une violente éruption, entraînant l'effondrement d'une partie importante de son cratère dans la mer. Plus de 400 personnes avaient perdu la vie, des milliers avaient été blessés, tandis que les habitations et les infrastructures côtières avaient été gravement endommagées. D'ailleurs, même les éruptions moins importantes en Indonésie, c'est-à-dire celles sans tsunami, sont souvent mortelles. En décembre 2023, les corps de 11 randonneurs ont été retrouvés sur les pentes du mont Marapi, à Sumatra, après qu'une éruption eut projeté une colonne de cendres à près de 3 km de hauteur. La particularité de ces colonnes de cendres réside aussi dans ce qu'on appelle les orages d'éruption. Lors d'une éruption volcanique, d'énormes quantités de cendres, de poussière et d'autres particules sont projetées avec une grande force dans l'atmosphère. Lorsque ces particules s'élèvent, elles entrent en collision et frottent les unes contre les autres. Ce frottement génère de l'électricité statique, tout comme dans les nuages d'orage, où par exemple des particules de glace frottent les unes contre les autres. Cette accumulation de charges statiques dans le nuage de cendres entraîne la formation de champs électriques puissants. Lorsque le champ électrique devient suffisamment puissant, il se produit une décharge sous forme d'éclair. À cela s'ajoute le fait que la chaleur intense et le rejet de gaz comme le dioxyde de soufre lors d'une éruption volcanique ionisent l'air ambiant, c'est-à-dire qu'il lui confère de l'énergie. L'air ionisé conduit mieux l'électricité et peut donc servir de milieu pour ces décharges. Et il est très probable que l'on observe ici, sur cette image du Ruang, un tel orage d'éruption. Mais à côté de tous ces volcans qui sont déjà en train d'entrer en éruption, il y a aussi des géants qui sommeillent, mais qui sont actifs. Et s'ils décident d'entrer en éruption, ce sera l'apocalypse.
Le plus connu est sans doute celui de Yellowstone. Mais peu de gens savent que les États-Unis possèdent un autre supervolcan, la caldeira de Long Valley. Et celle-ci s'agite en ce moment, ce qui inquiète un peu les volcanologues. La caldeira de Long Valley se trouve à l'est de la Californie. En surface, elle se présente comme un cratère imposant à l'est de la Sierra Nevada, d'où son nom, car une caldeira désigne un creux arrondi formé par l'activité volcanique. Et la caldeira de Long Valley est la deuxième plus grande caldeira des États-Unis, après celle de Yellowstone, ce qui est en fait l'une des plus grandes caldeiras de la planète. Cette caldeira actuelle et son paysage caractéristique sont le résultat d'une éruption extrêmement violente survenue il y a 760 000 ans. À l'époque, 1400 km3 de cendres, de matériaux pyroclastiques et de lave ont été projetés. Cela a entraîné un énorme dépôt de cendres qui a recouvert de vastes parties de l'est de la Californie et s'est étendu jusqu'au Nebraska. Cette éruption a créé une dépression de 540 km², enfoncée de 300 à 1000 mètres par rapport à la région environnante. On peut donc imaginer à quel point cette éruption a dû être apocalyptique. Malheureusement, il semble aujourd'hui qu'une nouvelle éruption pourrait être imminente. L'US Geological Survey gère son propre observatoire, le Long Valley Observatory, LVO, pour surveiller l'activité de la caldeira. On a longtemps pensé que le supervolcan était entré dans une longue période de repos et qu'il ne représentait pas vraiment de danger. Mais au cours des dernières décennies, les conditions géologiques ont changé. L'activité sismique a augmenté progressivement et ces dernières années, la situation prend des proportions inquiétantes. Le géophysicien Ashton Flinders de l'US Geological Survey déclare « Nos données suggèrent qu'il y a eu d'importants afflux de magma depuis les dernières éruptions, il y a 760 000 ans. Ça veut dire que le supervolcan n'est peut-être pas aussi inactif qu'on le pensait jusqu'à présent. » Après avoir entendu à quel point l'éruption d'il y a 760 000 ans était massive, il est clair qu'une nouvelle éruption de cette ampleur aurait des répercussions mondiales à cause du rejet de cendres. Le sud-ouest des États-Unis serait bien sûr le plus touché, mais le trafic aérien s'effondrerait aussi à l'échelle mondiale et cela pourrait même entraîner des changements climatiques. C'est aussi l'avis du géophysicien Birger Gottfried Luhr du Centre allemand de recherche géologique qui déclare « Si l'éruption est d'une ampleur similaire à celle d'il y a 760 000 ans, il faut s'attendre à des répercussions mondiales. » Une éruption se profile-t-elle donc? Ou y aurait-il d'autres causes possibles? Une équipe de recherche dirigée par le géophysicien Ashton Flinders, que l'on vient de mentionner, s'est penchée sur la question de très près. Elle identifie deux processus possibles à l'intérieur du volcan comme cause potentielle du soulèvement de la surface terrestre dans un passé récent. Possibilité numéro 1, le magma liquide est en train de se solidifier complètement. Ça s'accompagnerait d'une dilatation de la roche qui se refroidit, ce qui ferait remonter la surface de la Terre. Ce serait donc la version optimiste. Dans ce cas, on assisterait simplement à un lent apaisement du volcan et une éruption serait peu probable. Mais il y a malheureusement aussi la possibilité 2. À l'intérieur, la pression s'accumule à cause du gaz et du magma liquide qui ne peuvent s'échapper. Cette pression pourrait se décharger lors d'une éruption. Malheureusement, c'est la deuxième option qui est la plus probable. Le rapport de recherche indique, bien qu'on ne puisse pas distinguer entre l'intrusion magmatique et la mobilisation de fluides précipités comme force motrice du récent soulèvement à Long Valley, on peut en conclure que le réservoir de la croûte moyenne est toujours riche en magma. Les géologues ont tendance à s'exprimer de manière compliquée. En gros, ça veut dire qu'on n'a pas pu déterminer la cause des récentes activités sismiques. Mais on a constaté qu'il y a effectivement encore beaucoup de magma qui bouillonne à l'intérieur du système volcanique. Pas la moindre trace d'inactivité ou de phase de repos. On estime que le réservoir contient actuellement suffisamment de magma pour permettre une nouvelle éruption de supervolcan d'une ampleur comparable à celle qui a formé la caldeira il y a 760 000 ans. Le volcan est donc toujours actif, il contient énormément de magma et la masse totale de cette matière volcanique est en outre suffisamment importante pour provoquer une éruption apocalyptique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une éruption majeure soit imminente. Pour mieux évaluer le danger, il faudrait examiner de plus près de nombreux autres facteurs. D'autres forages doivent être effectués pour déterminer si la masse de magma en fusion est concentrée dans un seul grand réservoir ou si elle est répartie dans plusieurs petits réservoirs. Une éruption dépend aussi du fait que le réservoir continue d'être alimenté par de nouveaux flux de magma provenant des profondeurs de la Terre. Près de la caldeira de Long Valley, il existe d'autres champs de lave extrêmement récents le long de la chaîne de cratères monoïniaux toute proche. Donc, indépendamment de l'activité de la caldeira de Long Valley elle-même, il y a d'autres poches de magma dans la région, et celles-ci sont déjà suffisamment actives pour provoquer, par exemple, de fortes séries de séismes. En conséquence, toute la région de la caldeira de Long Valley est classée comme présentant un risque très élevé par l'US Geological Survey. Mais en Europe aussi, il y a un danger lié aux supervolcans, par exemple les champs flégréens à l'ouest de Naples. Il y a 40 000 ans, ce supervolcan a déjà modifié le climat de tout le continent et aujourd'hui ça gronde à nouveau sous le sud de l'Italie. Depuis 2 ans, on enregistre désormais plusieurs séismes.
Outre les champs flégréens, c'est surtout le Vésuve qui est à l'origine de ces séismes. Selon l'INGV, les épicentres sont localisés sur les flancs du volcan, dans une zone densément peuplée, non loin de Naples vers l'est, à une profondeur de 2,9. La puissance de ces séismes en soi n'est pas encore dramatique, mais le fait que le Vésuve devienne lui aussi de plus en plus actif, ça, c'est inquiétant. Naples se trouve exactement entre le Vésuve et les champs flégréens. La ville est donc désormais entourée de part et d'autre par des systèmes volcaniques qui s'activent. Et j'ai pu constater de manière impressionnante ce dont le Vésuve est capable lorsque j'ai visité la ville engloutie de Pompéi. La dernière éruption notable du Vésuve remonte à environ 80 ans. Elle a commencé le 18 mars 1944 et a duré 10 jours. Malgré l'évacuation de plus de 10 000 personnes, il y a malheureusement eu 26 morts. 80 ans, c'est long, et de nombreux volcanologues estiment que le Vésuve aurait dû entrer en éruption depuis longtemps. Thomas Walter, du Centre allemand de recherche géologique, déclare « La population vit là-bas sur un volcan actif, ou plutôt prise en étau entre deux volcans actifs. Les deux volcans sont mûrs pour une éruption, et compte tenu de cela, l'activité sismique qui augmente actuellement autour du Vésuve est très inquiétante. La région des champs flégréens s'étend non seulement à l'ouest de Naples, sous la commune de Pouzzoles, mais aussi sous la mer, dans le golfe de Naples. Les tremblements de terre dans la région des champs flégréens sont déclenchés par un phénomène appelé bradyséisme. Il s'agit d'un tremblement de terre très lent, au cours duquel une partie de la surface se soulève et s'affaisse progressivement. Le volcanologue Fabio Sansevero de l'INGV m'avait expliqué le bradyséisme à Pozzuoli en prenant pour exemple l'ancien temple des Sérapides. En effet, ce temple est en quelque sorte la plus ancienne station sismique du monde. En raison du lent soulèvement du sol, il se trouvait autrefois sous l'eau et aujourd'hui encore, on peut identifier les restes d'organismes marins sur les colonnes. Au cours des 100 dernières années, il y a eu de temps à autre des phases de soulèvement. Ces derniers mois, cependant, leur fréquence a attisé la crainte d'une éventuelle éruption chez les chercheurs et les habitants, car cette activité croissante n'est justement pas courante. Et ça se voit très clairement dans les chiffres. En effet, selon l'INGV, la surface terrestre s'est soulevée de 15 mm par mois ces derniers temps. De plus, la fréquence des tremblements de terre a augmenté pendant cette période. La Terre a tremblé plus de 1500 fois. Il y a 40 000 ans, le supervolcan aurait même projeté des cendres et des roches jusqu'en Égypte et en Russie, provoquant une sorte d'hiver continental. Une nouvelle étude du Goddard Institute for Space Studies de la NASA remet en question les hypothèses actuelles concernant les effets des éruptions de supervolcans sur le climat mondial. L'hypothèse de base concernant l'influence des éruptions volcaniques sur le climat a toujours été celle d'un refroidissement significatif lorsque de grandes quantités de gaz sulfureux atteignent la stratosphère. Ces gaz forment un voile d'aérosol qui réfléchit les rayons du soleil et provoque ainsi un refroidissement. Mais quelle est l'ampleur de ce refroidissement ? Les auteurs de cette nouvelle étude ont examiné différents scénarios de superéruption en réalisant des simulations avec différentes tailles de particules volcaniques émises. Et ils sont arrivés à la conclusion que les supervolcans ne sont peut-être pas capables d'influencer le climat autant qu'on le pensait jusqu'à présent. Ils estiment le refroidissement potentiel à 1,5 degré au maximum et dans certains cas, on pourrait même assister à un réchauffement. Les modèles de refroidissement publiés par le passé varient tellement qu'ils n'ont pratiquement aucune valeur informative. L'auteur principal de la nouvelle étude, Zachary McGraw, déclare « Les changements de température relativement modestes que nous avons pu concilier au mieux avec les données disponibles pourraient expliquer pourquoi aucune super-éruption isolée n'a fourni de preuves claires d'une catastrophe mondiale pour les humains ou les écosystèmes. Ça pourrait donc nous donner un peu d'espoir, car même si l'activité des champs flégréens augmente, les effets sur le climat mondial ne seraient peut-être pas si dramatiques que ça. » Aucune citation n'exprime mieux la perplexité des experts que celle-ci, de Carlo Doglioni, président de l'INGF. Il y a deux scénarios possibles pour l'évolution de la situation aux champs flégréens. Dans le meilleur des cas, la crise Brady... J'espère que vous êtes tous devenus des experts en supervolcans maintenant. Dès qu'il y aura de nouvelles éruptions ou des développements volcaniques, je te tiendrai au courant tout de suite. Bien sûr, ça n'est possible que si tu suis ma chaîne. Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et si tu l'as déjà fait, aide-nous à atteindre les 5000 likes. Au fait, il y a aussi un volcan actif et menaçant en Grèce qui a provoqué des tsunamis destructeurs par le passé et qui pourrait même être à l'origine du mythe de l'Atlantide. Je parle de Santorin et les volcanologues y ont également trouvé des preuves inquiétantes. Tu peux tout découvrir à ce sujet dans la vidéo ci-dessous. Comme toujours, tu trouveras une autre vidéo sur la science et l'espace dans le coin en bas à droite. Sinon, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi